On a jadis installé Angular et lancé notre première application. Alors, ce qu'on va faire ici, laisse-moi d'abord ajuster mes deux fenêtres pour me permettre de naviguer facilement, donc de basculer entre mon éditeur de tests et mon navigateur comme ceci. Alors, notre serveur est encore... donc, notre serveur fonctionne encore. Mais ce qu'on va faire, on va voir comment est-ce qu'on va ouvrir notre application avec VS Code. OK? Alors, comment le faire avec l'invite de commande? Donc, je vais ouvrir un nouveau terminal ici. OK? Quand on a un nouveau terminal, je vais faire par la commande CD M avec la touche de tabulation pour accéder à mon application comme ça. Donc, je vais faire Entrée. Et dès là, je vais lancer ces répertoires avec VS Code. Donc, avec la commande ici, code suivi par point. Et quand je valide, ça va ouvrir ici mon application avec VS Code. On va me dire si je crois l'auteur ici, je vais dire oui. Alors, oui, je vais alors lancer cet éditeur ici. Je vais juste ajuster celui-ci. C'est là où on va passer le reste du temps dans cette vidéo. Salut à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau épisode là où on va voir les fondamentaux du framework Angular. Alors comme la plupart des frameworks modernes, Angular attend de vous que vous soyez familier avec HTML, CSS et JavaScript. Si vous êtes totalement nouveau dans le développement front-end, ce n'est peut-être pas la meilleure idée de vous lancer directement avec un framework comme première étape. Donc, je vous conseille de maîtriser d'abord les bases et revenez ensuite pour suivre cette vidéo. Alors, une expérience préalable avec d'autres frameworks est utile, mais pas obligatoire pour suivre ces cours. De plus, vous devez être familier avec les concepts suivants. Donc, JavaScript, et les fondamentaux de TypeScript pour les développeurs JavaScript. Alors, retournons sur notre éditeur de code ici. Voilà, on a réussi à ouvrir notre projet avec VS Code. Donc, je vais lancer ici un nouveau terminal. Laisse-moi zoomer. Donc, ici, je vais lancer mon application. OK? Je vais exécuter mon application avec la commande ng serve. OK? Mais je peux aussi faire seulement S pour dire serve, OK, et -O pour lancer automatiquement mon application. Là, cette commande va lancer le serveur du développement local pour exécuter mon application sur le navigateur. OK, c'est déjà fait. Alors, notre application est lancée et notre serveur de développement est lancé là-bas. Je vais juste fermer ceci. Alors, que constitue notre application ici? Pourquoi ces différents dossiers? Alors, premièrement, on y trouve les dossiers .angular. Ces dossiers ici constituent les caches et des groupeurs des différents modules de notre application pour le développement local. On a ces dossiers ici .vs Code qui constituent les différentes configurations des extensions relatives à notre projet. Alors, ces dossiers ici, Node Module, c'est ici où habitent tous les différents packages JavaScript qui utilisent les frameworks pour le développement de notre application. Le mieux, c'est de les fermer ici parce que moi-même, je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Alors, les dossiers publics ici, c'est là où on y trouve la version de notre application qui sera publiée sur Internet ou déployée sur un hébergeur. Alors, les dossiers SRC, c'est les dossiers sources de notre code base. C'est là où on passera le reste de notre temps quand on développe avec ces frameworks. Alors, le fichier ici, package.json ici, c'est le fichier qui comporte les différentes configurations de dépendance de notre application et même les scripts ici qui exécutent la ligne de commande Angular comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est ici où est déclaré ces différentes options. Et tout le reste de ces fichiers ici comporte des différentes configurations pour notre projet. Il y a les configurations pour compilateur, configurations pour les contrôleurs de version, ainsi de suite.
Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est ces dossiers ici, source. Là, on y trouve ici le dossier app, qui est notre composant principal. Alors, les composants sont les éléments de base de toute application Angular. Et chaque composant comporte 3 parties. Donc, la classe TypeScript, les modèles ou les templates HTML et les styles CSS ou SCSS. Donc, voici notre fichier HTML qui comporte tout ce qu'on voit à l'écran, nos différents éléments de notre application maintenant là. Et, CTRL Z. Et là, ça sera notre fichier de stylisation. Donc, ça sera le fichier pour styliser nos différents éléments ici HTML. Donc, je vais sélectionner tous ces trucs ici. Et je vais mettre ici H1. Et je vais dire ici cours sur Angular. OK. Je vais sélectionner. Là, vous allez voir, j'ai H1 affiché, cours sur Angular. Alors, pour styliser les H1, je vais venir ici sur fichier ici SCSS et sélectionner ici H1. OK. Et là, je peux appliquer ici des propriétés color. OK. Et donner la couleur rouge ici. Donc, quand j'enregistre, directement, vous allez voir le titre vient en rouge. OK. Là, c'est la partie stylisation. Alors, la partie ici, component.ts, c'est la partie où se trouve la configuration de notre composant. Et c'est la partie où se trouve même où on va écrire la logique de notre application. Alors, pour afficher ici la valeur de cette variable ici, title, sigle, template, on l'affiche par le biais de ce qu'on appelle l'interpolation. Donc, doubles accolades et on met notre variable. Quand on enregistre, on va voir ici la valeur de cette variable être affichée sur la partie view. OK? Là, je peux même modifier la valeur de cette variable en disant Angular Renaissance. Et quand j'enregistre, vous allez voir, on a ici cours Angular et Angular Renaissance comme la valeur de cette variable ici. Et on a réussi à le faire par la notion d'interpolation. Donc, en Angular, l'interpolation, c'est une des notions très nécessaires parce que quand on va continuer à développer avec Angular, on va trop utiliser l'interpolation. Retenez que l'interpolation, c'est pour afficher la valeur d'une propriété d'une classe dans un modèle HTML par la syntaxe de double accolade. Alors, pour ce qui est de l'anatomie d'un composant en Angular, retenez que un composant en Angular, c'est juste une simple classe TypeScript avec la décoration ici @components qui comporte les différentes configurations pour lier notre fichier HTML et pour lier d'autres configurations de notre composant. Donc, rappelez-vous, on a mentionné que chaque composant en Angular comporte 3 parties. La partie classe TypeScript et la partie HTML et la partie de stylisation CSS ou SCSS. Alors, la propriété ici, selecta, va nous être d'utilité quand on va commencer à communiquer des composants entre composants. Ici, standalone ici, qui est true, c'est pour indiquer que ce composant ici est autonome. Alors, l'array des imports ici, c'est pour renseigner les modules et les dépendances de ces composants. Et la partie ici, c'est pour lier les fichiers HTML et les fichiers SCSS. Donc, cette propriété ici nous lie avec les fichiers ici app.component.html. Et c'est pareil aussi pour la style URL qui nous lie avec les fichiers ici app.component.scss. Et à partir de la propriété ici template, c'est possible de renseigner directement nos balises dans un seul fichier sans avoir créé un fichier séparé. Donc là, je peux venir et je peux écrire ici la balise H1. OK. H1. Et là, je peux dire bonjour le monde. OK. Et si j'enregistre ici, vous allez voir que c'est le bonjour le monde qui sera affiché et que les contenus qui se trouvent dans ces fichiers ne seront plus pris en compte. Donc, je peux même effacer. Je n'ai plus besoin de ces fichiers ici. OK.
C'est pareil pour la partie stylisation aussi. Je peux venir ici, au lieu de renseigner l'IRL pour style, je peux justement renseigner les styles. OK. Et là, je peux aller à la ligne. OK. Là, c'est style avec S. Et là, je vais mettre ici mon H1. C'est H1. Je vais ouvrir mes accolades. Je vais appeler la propriété color pour la couleur et je vais donner la couleur ici black pour la couleur noire. Oui, par défaut, c'est la couleur noire, bien évidemment. On peut mettre ici la couleur rouge, OK? Et quand j'enregistre, vous allez voir que Bonjour le monde est en rouge. C'est ça pour la partie stylisation. Et c'est aussi pareil pour l'interpolation aussi. L'interpolation fonctionne comme telle, OK? Je peux faire l'interpolation de la valeur se trouvant ici dans la variable title. OK, et quand j'enregistre, ça va fonctionner. On a fait l'interpolation de la valeur ici, Angular Renaissance, qui se trouve dans notre variable title de notre classe, la classe de notre composant principal. Alors voilà l'anatomie d'un composant Angular. Nous avons la partie template HTML, nous avons la partie stylisation CSS et nous avons ici la partie TypeScript pour nos différentes logiques. Alors, il est à signaler aussi que l'interpolation marche avec des fonctions qui retournent des valeurs. Je peux avoir une fonction qui fait la somme de A et B. On passe en paramètre la valeur de A et la valeur de B. Et ici, la fonction nous retourne que la somme de A et B. OK? Alors, je peux faire l'interpolation de cette fonction aussi sur la partie template. Donc, je peux ici faire appel à ma fonction. Je peux renseigner la valeur de A et B. Et là, je peux renseigner 5 et 5. Et la valeur qui nous sera retournée pour la somme de ces deux nombres sera affichée sur la partie template. Et là, je peux dire voici la somme des... OK? Bon, je vais dire que voici seulement la somme. Et là, vous allez voir, j'ai la somme 10. Donc, il faut retenir que l'interpolation ici marche avec des variables simples. Et ça marche même avec des fonctions qui retournent aussi une valeur quelconque. Alors, en Angular, il y a aussi une notion très, très importante appelée la liaison par propriété. Alors, la liaison par propriété, c'est pour définir dynamiquement les valeurs d'une propriété ou des attributs d'une balise HTML. Et cela est tellement utile pour implémenter des opérations telles que basculer les fonctionnalités des boutons, définir la référence d'une image et bien d'autres encore. Alors, je vais revenir à la ligne ici et je vais déclarer la balise image MG. OK. Et pour cette balise, il faut référencier la source de l'image. Alors, pour la source de notre image, je vais déclarer une variable appelée image IRL qui va stocker l'IRL de l'image qu'on va trouver depuis l'Internet. Donc, je vais aller sur navigateur. Je vais taper ici Programize pour chercher quelques images de programmeur. Et là, je vais choisir cette image ici. Et je vais faire clic droit pour choisir, pour copier ici l'IRL de cette image que je vais coller ici. Alors, pour afficher ici la valeur de cette IRL sur ma balise, c'est alors que je vais faire la liaison par propriété. Donc, je vais lier à cette propriété ici, source, la valeur de ma variable ici, image IRL. Quand je vais enregistrer ici, OK, on va voir ce qui va se passer. Et là, on a notre image. Donc, je vais juste renseigner quelques propriétés ici. Donc, pour l'auteur de mon image, je vais dire 300 pixels. Et pour la largeur, je vais dire ici 400. Et là, on a notre image. Alors, on a été capable de définir la valeur de cet attribut ou propriété
en les liant à notre variable ici en faisant ce qu'on appelle en Angular la liaison par propriété. Et la liaison par propriété est aussi très nécessaire pour appliquer la stylisation dynamique en vérifiant une condition. Alors, je vais donner la propriété classe pour ma balise H1. Ça va être une classe dynamique qui va appliquer une stylisation par une condition. Donc, je vais faire ici la classe readCal et revenir ici sur la partie style. Ok, je vais enlever ceci et là, je vais mettre un point pour définir ma classe et la propriété, ça sera cal.read. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est vérifier une condition que si la somme est supérieure ou égale à 10, on applique la stylisation de notre classe, donc la couleur rouge. Sinon, on n'applique rien. Alors, on va venir ici nous lier à cette propriété classe et là, on va ici préciser notre condition. Donc là, on va se lier à la classe ici, notre classe readCal et on va prendre ici la somme de A et B. OK, comme condition et on va mettre ici condition si c'est supérieur ou égal à 10. Et là, quand on enregistre, on va voir que la condition va passer et on aura ici la couleur rouge. Mais si on change ici par 4, on aura 9 et là-bas, la stylisation ne sera pas appliquée. Et c'est comme ça combien cette notion ici de la liaison par propriété en Angular vraiment rend notre tâche de développeur facile. Parce que sans cela, on serait en train de faire les DOM select. Donc, on peut faire, bon, disons, on déclare une variable et là, on fait document.query select et là, on va choisir ici notre balise H1 pour faire ce qu'on a à faire. Mais maintenant, avec la notion ici d'interpolation, de la liaison par propriété, la vie des développeurs devient plus facile. Alors, venons voir maintenant comment ça se fait la gestion des événements en Angular. La gestion des événements, c'est ce qui active des fonctionnalités interactives sur nos différentes pages web. Donc, ça nous donne des possibilités pour répondre aux actions de l'utilisateur comme la pression des boutons, la soumission des formulaires et autres. Alors, pour le démontrer, je vais déclarer un bouton ici sur la partie templates. Alors, je vais nommer ces boutons afficher message. Afficher message, si j'enregistre, on va être capable ici d'avoir ces boutons ici, mais quand on clique, rien ne se passe. Donc, on doit être à mesure quand on clique d'afficher un message ici sur l'écran. Alors, moi, je vais déclarer ici une fonction appelée afficher message. OK. Cette fonction va seulement prendre ici, ça va prendre ici variable title et ça va affecter ici dans title une autre valeur. Donc, je peux dire ici message, je peux dire message affiché ou bien je peux dire bon bouton cliquer. OK, bouton cliquer. Alors, pour me lier à ces boutons et déclencher cette fonction ici, je vais faire ici la liaison par clic. Donc, je vais faire quand ce bouton ici va être cliqué, que ça puisse déclencher ici notre fonction afficher message. Et maintenant, j'ai fait la liaison ici par événement. OK? Événement, c'est événement clic. Alors, je vais ici... Ici, je vais interpoler la valeur ici de ma variable title. OK. Rappelez-vous, ici, ça s'est fait avec la syntaxe double accolade. Et je vais faire appel ici à title. OK. Pour afficher la valeur ici de la variable title. Initialement, ici, j'ai la valeur Angular Renaissance. Quand je clique sur le bouton, vous allez voir bouton cliquer. Donc, je vais actualiser ici. Initialement, j'ai Angular Renaissance. Quand je clique ici, vous voyez ici, j'ai bouton cliquer. Et là, cet événement a été lié à cette fonction par ce qu'on appelle la liaison par événement. Et l'événement, c'était l'événement sur clic. Alors, décider de ce qu'il faut afficher à l'écran pour un utilisateur est une tâche vraiment courante dans le développement des applications. Et souvent, la décision est prise par l'aide des conditions.
Et pour exprimer des tâches conditionnelles dans les templates HTML, Angular utilise la syntaxe du template @if. Alors, venons les voir en pratique. Je vais effacer tout ceci. Je vais sélectionner, effacer tout ceci et effacer tout ce qu'on a vu avant. Bon, là, je vais mettre les titres juste avec H1. Je vais dire Angular pour débutant. Okay. Et je vais avoir un HD ici. OK. Juste pour illustration, je vais dire ici, je vais dire connecté, ou bien je vais dire utilisateur connecté. OK. Et on aura une autre balise HD pour dire utilisateur déconnecté. Alors, on verra comment est-ce qu'on va afficher ces éléments par une condition. Donc, notre bouton ici, ça sera connecté. Donc, ça sera le bouton qui va nous permettre de changer les états, OK? De connecter et déconnecter l'utilisateur. Donc, là, je vais dire ici connexion, OK? Et là, l'idéal est ici, quand on clique sur des boutons, on doit être en mesure d'afficher soit l'utilisateur connecté ou l'utilisateur déconnecté en se basant sur une condition. Alors, je vais revenir ici sur la partie template et je vais déclarer une variable qui sera égale à false. Donc, initialement, ça sera false, OK? On ne sera pas connecté initialement, OK? Alors, ça, c'est notre première condition et cette condition sera changée par cette fonction ici. Donc, quand on va déclencher cette fonction ici, login, ça va basculer la valeur de notre variable isLogin. Si c'était false, ça va devenir true. Et si c'était true, ça va devenir false. OK? Alors ici, sur notre bouton, on va alors nous lier par événement pour déclencher la fonction ici isLogin. Alors pour mon bouton, je vais donner à mon bouton un nom dynamique en fonction de la valeur qui va se trouver dans la variable isLogin. Donc cela sera possible par l'interpolation. Donc je vais interpoler la valeur qui se trouvera dans isLogin. Si c'est true, si c'est vrai, je vais afficher ici des connexions, OK? Et si ce n'est pas vrai, donc si c'est false, je vais afficher connexion. OK, ça sera là les notes dynamiques de mon bouton. Alors là, on a connexion, OK, parce que c'est false. OK, si je clique ici, on devrait être capable de changer de connexion en déconnexion. Il y a ce qui n'est... Où est-ce que j'ai... on va voir ça. On a un bug. Alors, pour le moment, venons voir comment est-ce que on va alors décider de quelle balise afficher et de quelle balise n'est pas affichée basée sur notre condition. Alors, je vais venir ici et là, je vais faire @if, OK? Et là, je vais donner la condition. Je vais ouvrir mes accolades et là, je vais dire si isLogin est égal à true. Si on a la valeur vraie ici dans isLogin, je vais afficher ici utilisateur connecté. Dans le cas contraire ici else, on va afficher que l'utilisateur est déconnecté. Alors cela va nous permettre de choisir quoi afficher et quoi ne pas afficher basé sur cette condition. Donc là, l'utilisateur est déconnecté. Si on clique sur les boutons, ça devrait être utilisateur connecté. Alors, on va voir notre fonction ici. C'était une fonction à flécher. Donc, je vais mettre d'abord, essayons de les changer en fonction normale. Donc là, je vais ouvrir mes accolades et je vais dire dans this isLogin, OK, notre variable, mettons d'abord true, OK. Je vais mettre la valeur true pour voir si ça va changer. Quand je clique ici, oui, ça change, l'utilisateur est connecté. Quand je clique, alors on doit voir comment est-ce qu'on doit déconnecter l'utilisateur. Alors ici, ce que je vais faire, alors dans isLogin, je vais alors dans ma variable ici isLogin, je vais affecter ici isLogin, OK.
Donc là, je vais mettre point d'exclamation pour affecter variable invex. Donc quand j'enregistre, on a des connexions. Quand je clique sur connexion, on a utilisateur connecté. Quand je clique, je déconnecte l'utilisateur. Et voilà comment est-ce qu'on doit décider par condition qu'est-ce qu'il faut afficher et qu'est-ce qu'il ne faut pas afficher sur l'écran. Alors, je vais aller sur Google, chercher Lorem Ipsum. OK. Elle est sur la partie ici all. Juste copier ces bouts de texte ici. Okay, je vais copier ça et je vais ajouter un paragraphe ici et je vais coller ces textes ici plusieurs fois, juste ajuster quelque chose sur l'écran. Et quand je vais enregistrer, là, je suis déconnecté. Quand je suis connecté, j'affiche quelque chose sur l'écran. Quand je suis déconnecté, rien s'affiche. Alors, c'est comme ceci qu'on décide quel élément, quelle partie de votre UI ou interface utilisateur affichée basée sur une condition dans les templates avec Angular. Et cette syntaxe ici, c'est ce qu'on appelle les opérateurs ternaires. C'est pour vérifier seulement si la condition is login passe et si on affiche des connexions, sinon on affiche connexion. Souvent, lors de la création des applications web, vous devez répéter un code un certain nombre de fois. Par exemple, si on a un tableau de noms et vous souhaitez peut-être afficher chaque nom dans une balise paragraphe, alors comment est-ce qu'on peut le faire en Angular? Donc, je vais effacer ici ces paragraphes et je vais aller sur la partie component et déclarer ici un tableau des utilisateurs. Je vais coller ici. Donc, c'est un tableau avec 5 utilisateurs, un tableau d'objets avec propriété ID et propriété name pour les noms de l'utilisateur. OK. Oh, oups. Alors, pour parcourir les éléments ici de ces tableaux et afficher ici ces éléments ici sur notre template, on va utiliser ici la boucle for. Et comment est-ce qu'on l'utilise? On utilise @for et on va juste cliquer ici. Ça va nous générer ici un boilerplate code. Et alors, pour chaque item ici, on va dire pour chaque utilisateur qui se trouve dans notre tableau d'utilisateurs. Et ici, on doit soit traquer ici l'index de notre tableau ou soit on peut traquer l'ID de chaque utilisateur. OK? Donc, le user.id ici est l'identifiant unique qu'on affecte pour chaque itération de notre boucle. Alors, pour chaque itération, on va afficher la balise paragraphe et cette balise ici va faire l'interpolation. OK, on va interpoler la valeur se trouvant dans la propriété name de notre utilisateur. Donc, pour chaque utilisateur, on va afficher les noms. Donc, quand on enregistre et on clique sur connexion, on va parcourir les noms de chaque utilisateur se trouvant dans notre tableau d'utilisateur. Et alors, je peux aussi copier ceci et coller ça ici. OK. Là, je vais afficher l'ID de l'utilisateur. Et quand j'enregistre, je clique sur connexion. Je peux être capable alors d'afficher l'ID et le nom de l'utilisateur. Alors, je peux incrémenter d'une valeur ici, la valeur de ID de l'utilisateur. Et là, vous pouvez voir, on va commencer par 1, 2, 3, 4 et 5. OK, indépendamment de la valeur initiale de l'ID de l'utilisateur. Alors ici, notre boucle peut aussi fonctionner en dehors de cette condition. Donc, je vais la lever ici et coller ça ici. Et quand j'enregistre ici, OK, vous allez voir que ma boucle ici va fonctionner en dehors de cette connexion. Là, j'ai la condition qui fonctionne et j'ai ma boucle qui fonctionne aussi indépendamment de la condition. Alors, voici, chers développeurs, comment est-ce que vous pouvez jouer avec des événements, comment est-ce que vous pouvez interagir avec les tableaux, avec des conditions. Ainsi, décider quelle partie de l'interface utilisateur affichée basée sur votre condition. Alors, parlons de la notion des pipes. Pipes ou décorateurs si vous voulez en français. Alors, en Angular, les pipes sont des fonctions utilisées pour transformer l'affichage des données en template HTML. Alors, voici comment ça marche. Alors, je vais retirer tout ceci. Et dans les templates aussi, je vais retirer tout ça. Et je vais venir déclarer une variable nom. On va y affecter une chaîne de caractères
avec ces formats en désordre de majuscules et minuscules comme ceci, YangTech. OK. Et là, on va faire l'interpolation de la valeur se trouvant dans notre variable ici. Donc, avec les doubles crochets, vous vous rappelez. Donc, on va interpoler. Et là, on va se trouver avec cette variable de notre variable nom. OK? Alors, pour transformer l'affichage de ces noms, on va venir ici, on met barre et on met uppercase pour afficher ça en majuscule. OK? Uppercase ici, c'est disponible dans des modules dans des librairies Angular. Donc, on va importer ça ici. Donc, on va l'importer. Les noms, c'est... Le module en question, c'est uppercase, yes, uppercase, OK. Et là, on peut utiliser ça. Quand j'enregistre ici, vous allez voir l'affichage. L'affichage est transformé en majuscule, OK. Donc, uppercase ici, ça se trouve dans des librairies Angular ici, Common Module, d'où on peut seulement importer ici Common Module, OK. Et ça va fonctionner, OK. Ça va toujours fonctionner. Et il n'y a pas que les noms ou simplement un nom, même avec toute une phrase, je peux dire ici, je déclare message, je peux dire, je pense que vous allez bien, OK? Juste comme ça. Et je peux venir faire l'interpolation de ceci et toute la phrase va être changée et affichée en majuscule, OK? Il n'y a pas que des majuscules, on peut aussi afficher ça en minuscule avec les lowercase, OK? Et là, si on voit bien, ça se transforme en minuscule. Et on n'a même pas pris en charge les premières lettres. Et même si je mets des majuscules partout là-bas, OK? Et si j'enregistre, vous allez voir, toute la phrase sera rien qu'en minuscule. Et il n'y a pas que des chaînes de caractères. Il y a d'autres types de données, comme l'affichage d'une date. OK? Donc, là, je peux venir aussi. Je déclare la variable date dans laquelle je dois affecter une instance de l'objet date. Et je vais appeler l'objet now. Oui, cette instance seulement nous donne la date d'aujourd'hui et l'heure de maintenant. Alors là, je vais interpoler la valeur qui se trouve dans ma variable date. Et si j'enregistre ici, vous allez voir que j'ai la date, j'ai l'heure, des fuseaux horaires et tous les machins ici, alors que je ne voulais qu'afficher la date. Donc, il faut ajouter ici les pipes date. Et quand j'enregistre, vous allez voir, on va se retrouver rien qu'avec la date bien affichée. Et il n'y a pas que des dates, il y a aussi des nombres. Quand on travaille avec un nombre à 6 chiffres comme ça, bon, avec 1 million, c'est bon. C'est un peu plus facile à lire, OK? Là, je vais interpoler ça, nombre, OK? OK, je vais interpoler cela et là, j'ai 1 million là-bas. Mais ça peut aussi commencer à varier, OK? On a un nombre comme ça et ça commence à être très, très difficile à lire. Mais avec les pipes, si on ajoute ici les pipes number, OK? Vous allez voir ici, ce pipe va rendre notre vie facile et ça va nous faciliter ici la lecture de ces nombres. Vous voyez comment est-ce que ça a transformé l'affichage. Et il n'y a pas que ça aussi. Pour l'argent aussi, je peux déclarer aussi la variable argent et je peux affecter un montant là-bas. OK, là je peux dire monnaie, ça prend plus de sens. Je peux dire monnaie. OK, et là, je vais interpoler cette variable ici et je vais ajouter les pipe currency. OK. À la différence des numbers, vous allez voir, ça va afficher comme un number. OK. Mais ça va nous ajouter ici point D0 ici parce qu'avec l'argent, on ne manque pas la notion là des centimes. Et il n'y a pas que des nombres entiers. Je peux ajouter ici sur mon nombre ici des virgules comme un nombre décimal. Et là, vous allez voir, ça va prendre en compte cela. OK? Alors, il y a quelques pipes qui prennent en compte quelques paramètres davantage pour personnaliser l'affichage, comme ici pour la date. Si je vais afficher la date et l'heure, je vais venir ici sur pipe date. Et je vais faire double point. Et là, je vais donner comme paramètre medium. Alors, quand j'enregistre, vous allez voir... Oups,
C'est comme si j'ai mal écrit Medium. Medium, c'est I avant U. OK? Alors, quand j'enregistre, je vais me retrouver avec la date et l'heure ici, sans fuseau horaire. Vous voyez? Alors, c'est pareil aussi pour les numbers. Si je vais ici me limiter qu'à des chiffres après la virgule, donc je vais mettre ici l'option, je vais dire après les nombres, limite-moi à des chiffres avec la possibilité d'arrondissement. OK? C'est là, cette option ici va me permettre de me limiter qu'à des chiffres. OK? Comme ceci. Là, je vais ajouter ici plusieurs chiffres après la virgule. Et là, vous allez voir ici, on s'est limité à des chiffres et on a même l'arrondissement par excès. Et c'est ce que veut dire cette option ici après la virgule. On se limite à des chiffres avec cette possibilité d'arrondissement par excès pour les nombres. Alors pour l'accuracy ici, les options pour l'accuracy c'est au-delà du scope de ces cours. Donc on va pas s'attarder à ça. Alors notez que si je vais afficher cette date en majuscule, il est aussi possible de combiner plusieurs pipes. Donc, je peux venir ici et j'ajoute ici pipe uppercase. Et quand j'enregistre, vous allez voir ma date ici est affichée en majuscule. Alors, il est aussi à noter que l'ordre ici compte beaucoup. Je ne peux pas venir faire d'abord majuscule et puis la date ici, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut d'abord transformer la date. Il faut d'abord transformer l'affichage de la date et puis les mettre en majuscule. OK? Comme ça, ça va fonctionner. Alors, c'est vraiment les fondamentaux à comprendre ici, la notion des pipes pour transformation des accuracy, transformation des numbers avec les options, les différentes options. Et ça sera tout pour cet épisode. Vraiment, je dis merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin, parce qu'on a vraiment appris beaucoup de choses et c'est ça même les fondamentaux du framework Angular. On a appris comment faire l'interpolation, la liaison par propriété, la gestion des événements. On a appris comment utiliser les flows, les if, la boucle for dans les templates et on a même appris comment est-ce qu'on peut faire la transformation de la valeur d'une variable à travers les pipes. Alors, j'ai dit vraiment merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit au prochain épisode.